Salut la communauté SNA, on se retrouve sur le podcast SNA avec Richard Nahe pour parler football et sport en général. Bonjour Richard. Bonjour Mansour. Ravi de te revoir à nouveau parmi nous. Ah, ça, c'est un moment spécial pour moi parce que ça me remet dans les années. Tu connais? Oui. Voilà. Donc on va parler de pas mal de choses, d'autant plus qu'aujourd'hui on a un invité particulier qui est très très intéressant. Il va être très attendu durant le mois de septembre parce qu'il aura beaucoup d'échéances. Pour le présenter rapidement, quand même, il a été ancien international gabonais, défenseur central chevronné. Il est passé par le FC 105 de Libreville, aussi l'Étoile du Sahel. Il a fait une petite pige du côté du Canon de Yaoundé, que tu connais très bien, Richard. Donc il a fait pas mal de choses. Il est passé par le Stade de Reims. Dans un camère. Voilà, Ajax Captain aussi. Donc voilà. Et maintenant, il est quand même sélectionneur des Panthères. Notre invité, c'est Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon. Bonjour Thierry. Bonjour Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous. C'est toujours un plaisir. En tout cas, voilà, on sait qu'en plus là, le Gabon est sur une nouvelle dynamique, franchement, qui est intéressante. Donc voilà, on va te réquisitionner une petite heure pour parler football gabonais forcément, mais aussi football un peu plus global parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'occasion de vous rappeler que ce podcast, vous pourrez le suivre sur les réseaux sociaux de SNA. Vous connaissez comme la musique, comme d'habitude, Sport News Africa. Il y a le site, toutes les pages, Instagram, Twitter, le Facebook et aussi la chaîne YouTube où il y aura en intégralité cet entretien avec Thierry Mouyouma. Alors, mais déjà, Thierry, avant de commencer, vous parlez vraiment de fond du sujet. Voilà, on est dans une période un petit peu, on va dire, de pré-match. Là, on était peu pré-saison après saison parce que pour certains, la saison a été très, très longue. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont redémarrer en septembre. Ça va être le grand rendez-vous. Cette trêve aussi qu'on a actuellement. Comment est-ce qu'en tant que sélectionneur, on gère un petit peu cette période-là? Écoutez, Mansour, déjà, pour vos auditeurs, merci l'opportunité. Et puis bon, je disais également, c'était des bons retrouvailles. C'est vrai. La dernière fois qu'on a été ensemble, c'est 2019, ça remonte. Pour ce qui est de comment meubler la période intersaison, c'est assez complexe parce qu'on fait plus un suivi. On est plus sur de la planification et de la programmation. Programmation en vue par rapport à septembre, planification également par rapport au stage et le suivi des joueurs. C'est la période que tous les entraîneurs et sélectionneurs n'aiment pas. Qu'il faut savoir où sont les joueurs, où vont-ils. Il y en a, pour notre cas, le Gabon, nous avons plusieurs qui sont en fin de saison, en fin de contrat. Il faut regarder d'autres qui devraient quitter le championnat gabonais, changer de club. Il faut regarder qui va être où. Et il faut savoir que les listes des présélections doivent partir au plus tard le 15 août. En plein mercato, en fait. En fait, en plein mercato. Il y en a qui n'auront pas joué une journée de championnat officiel, mais on va se baser sur les matchs amicaux. Donc, il faut regarder aussi leur temps de jeu, il faut organiser les RPE, c'est-à-dire que les récupérations, le temps de travail, toutes ces choses-là, il faut les faire dans cette période. C'est un peu un casse-tête quand même. Oui, c'est jamais simple, c'est pas évident. Il faut 2 fois bouger, mais on est partagé entre les vacances, il faut la famille, parce qu'on sort aussi d'une période de pression avec les matchs de juin, les matchs amicaux. Il n'y a pas beaucoup de repos. Mais Thierry, dis-nous, excuse-moi, je veux un peu comprendre. Comment se fait ta sélection? Sur la base de quoi tu décides de convoquer un et pas l'autre? La sélection, particulièrement la sélection gabonaise, on avait déjà sur la base de l'existentiel, c'est-à-dire qu'il y avait l'ossature quand nous sommes arrivés. On s'est appuyé sur cette ossature. Au fur et à mesure que nous avons avancé, on a dû l'améliorer. Il faut tenir compte de l'ossature, il y avait beaucoup d'anciens joueurs et il fallait aussi qu'on renouvelle. Nous sommes aujourd'hui le staff technique qui, en 2 ans, a vu passer pas moins de 25 nouveaux joueurs. Parce qu'il faut comprendre que notre sélection a quand même une durée de péremption. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et il faut déjà introduire certains jeunes. Et le dernier stage du mois de juin, nous avions 12 joueurs de moins de 20 ans. Donc ça veut dire quelque part que nous préparons déjà l'après, les trentenaires qui sont là. Il faut préparer aussi les sélections de moins de 20. Parce que, comme vous le constatez, il n'y a plus beaucoup de footballeurs gabonais au niveau international. L'une des solutions serait de passer par les sélections de U20, la CAN U20, la Coupe du Monde U20, ensuite les U17. Ça, c'est un peu le projet qui est le nôtre au niveau du staff technique, qui a été validé par le président de la Fédération gabonaise de football. Mais quelle est la place du joueur? Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème. On constate que les joueurs du championnat local ne sont pas... C'est un problème commun à toutes les nations, les championnats locaux. Quelle est la place du joueur gabonais qui joue au Gabon dans l'effectif des Panthères? Écoutez, il est primordial de poser cette question. Et ceux qui nous regardent ou ceux qui suivent un peu le championnat gabonais constateront qu'il y a 10 ans en arrière, il n'y avait plus de joueurs locaux en équipe nationale. Là, sur le stage du mois de juin, on avait 9. Au mois de mars, on en avait 5. Et les 5 ou les 9 sont tous repartis avec
le statut d'international. C'est-à-dire que nous leur avons donné la place de jouer. Parce que réellement, au Gabon, il y a des très bons joueurs, mais ils ont quand même souffert d'une période de 2 ans où il n'y avait pas de championnat. C'est ça. C'était pas évident. Donc nous sommes arrivés, on s'est battu côté de la fédération, la Ligue nationale demande au ministère de faire démarrer le championnat. C'est encore ce que nous demandons maintenant, parce qu'il est important de savoir qu'il y a 2 équipes qui vont participer à la compétition africaine, à savoir Manga Sport et 105, et que sans championnat, on ne peut pas rappeler les garçons en équipe nationale. Et le championnat est une alternative réelle pour pouvoir convoquer les joueurs, parce que tous ceux qui sont en Europe, on est content qu'ils soient ici, mais ne font forcément pas l'affaire en équipe nationale. Donc il est important de signaler que le championnat regorge des talents, mais ces talents ne demandent qu'à être regardés à l'international. Alors, on va, avant de rentrer plus en détail justement sur l'aspect des joueurs et tout ce qui va avec la gestion des joueurs aussi, parce que le sélectionneur, c'est surtout gérer un groupe, on va revenir un petit peu sur votre parcours et votre arrivée au sein de la sélection. Vous êtes arrivé, pour vous, c'est une première en tout cas d'être sur un poste aussi exposé. Comment s'est passée votre nomination? Parce que quand Patrice Neveu s'en va, il y a beaucoup de monde qui a annoncé. Comment se fait le choix d'un technicien local? Parce que souvent, au Gabon, c'est rare qu'il y ait des sélections. Il y en a eu quelques-uns, mais souvent, on a pris des sélectionneurs étrangers. Comment ça se fait que, finalement, c'est le nom de Thierry Mouyouma qui a été préféré par la fédération? Il faut savoir qu'au Gabon, en termes d'entraîneur local, il y a eu que le défunt personnel, Alain Dacosta, qui nous a menés en quart de finale en 96. Ça remonte quand même. Donc aujourd'hui, je suis le 2e entraîneur local qui reste sur contrat. Les autres sont arrivés 2 fois pour faire un intérim. Mais comment j'arrive là? En fait, c'est la volonté. C'est une double volonté, celle du chef de l'État à l'époque, qui était la transition, et le président de la fédération. Le président de la fédération disait qu'il était temps pour lui, et il avait même déjà suggéré avant, qu'il fallait qu'on ramène un Gabonais. Et le chef de l'État voulait nationaliser le poste aussi. Et à ce moment, ils ne font pas l'appel à la candidature parce qu'ils veulent des profils, ils ont des profils dictés. Et nous rentrons les dossiers, donc il y a des dossiers je pense que nous sommes 3 Gabonais. Et là, sur les 3 Gabonais, je pense que je suis le seul qui avait la licence A. C'est très important. C'est qui est très important sur le continent. Et ensuite, le profil. Je sortais d'une expérience au Burkina, donc je m'étais familiarisé un peu avec l'international, hormis le fait que j'étais un joueur international. Mais il y avait aussi, ils ont personnalisé le poste. Ils voulaient un profil atypique qui pouvait résoudre certains problèmes sur le plan disciplinaire et organisationnel. Justement, on va revenir sur le côté disciplinaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus. Mais déjà, moi, je veux savoir, juste, quand on est sélectionneur, entre guillemets, estampillé local, qu'on a été ancien international de cette sélection, est-ce qu'on a plus de pression? Je pense qu'à la base, tous les sélectionneurs ont la pression. Oui. Mais quand on est local, on a encore plus de pression parce que, comme dit déjà l'adage, on n'est pas prophète dans son pays. Il faut dire ça. Puis, vous subissez des pressions de foi, de famille, de relationnel, d'amis, parce que les gens qui vous croisent ou qui vous connaissent estiment que vous pouvez appeler leur neveu, vous pouvez appeler son fils, vous pouvez appeler votre cousin. Donc, c'est vraiment... Vous connaissez la famille africaine. On vous le fait, ça, encore? Oui, ça existe. Ça existe encore. Mais bon, heureusement pour nous, on a les coups des franches. On a la liberté de choisir qui on veut en fonction des profils que nous recherchons. Mais justement, Mansour, moi, la première conférence de presse que j'ai vue de Thierry Mouyouma, je l'ai trouvé droit dans ses bottes. Et je voulais lui demander d'où lui vient sa confiance. Et justement, quand on voit un peu Thierry Mouyouma, je fais une petite anecdote. Moi, j'ai regardé la première conférence de presse, j'ai regardé son premier match avec le Gabon. J'ai compris que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules et qui sait où il va. Je voulais lui demander, mais d'où lui vient cette confiance-là? La confiance vient de je savais que j'ai confiance en moi déjà, au départ. Je sais où je vais, je sais aussi d'où je viens. Et ça me permet d'être en confiance et mettre beaucoup de respect. Et je suis quelqu'un de très discipliné dans tout ce que je fais, même avec mes rapports avec les autres. Donc, en venant en équipe nationale, je pense qu'autour du mois de mai ou avril 2023, j'ai réuni mon staff. On était sur un projet de reprendre un club un peu sur le continent. Et là, je leur dis, on devrait repartir. Qui repart avec moi? Parce que j'étais au Burkina avec mon assistant actuel, Cédric Moubamba. Et j'ouvre la porte aussi de l'équipe nationale. Je leur dis, et même quand je suis parti du Burkina, je disais aux dirigeants, je fais 2 ans de club, un projet, c'est parti sur des sélections. Et donc là, je leur dis, on peut se préparer. Il faut qu'on essaye de regarder les joueurs, qu'est-ce qu'ils font de bien en club et pas bien en équipe nationale, regarder les profils. Et on s'était attardé sur un profil atypique, celui de Mario Lemina. Donc on a fait une fixette dessus, on s'est dit, regardez ce qu'il arrive à produire en club. Il est stratosphérique, il fait tout. Et en sélection, on pense qu'il joue un peu en deçà de ce qu'il pouvait faire. Qu'est-ce qui peut entraîner une telle irrégularité? Et on a fait ce profil, on en a fait 2 ou 3 autres.
Donc on s'est dit, bon, on reste ouvert. Sauf qu'à cette période, j'avais l'impossibilité de repartir au Gabon. C'était pour des raisons politiques. J'avais pris position contre l'ancien pouvoir, donc je ne pouvais pas. Mais on restait pour nous, c'était un rêve. On s'est dit, il fallait qu'on se prépare. Et ça pouvait arriver. Ensuite, quand c'est arrivé, on ne s'est pas posé la question de sur quoi commencer. Ouais. On savait que la première chose, il fallait régler le problème disciplinaire en équipe nationale. Parce que les qualités, la qualité intrinsèque, les joueurs l'avaient. Quand vous parlez de Pierre-Emerick Aubameyang, nous, on ne va pas se permettre de l'apprendre à jouer au football. C'est quelqu'un qui fait partie aujourd'hui, depuis ces 15 dernières années, le meilleur joueur africain. Il a été Ballon d'Or, il a été meilleur buteur. Les Mina et Bouanga, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était arriver à faire jouer les garçons ensemble, les faire vivre ensemble, s'accepter et remettre une organisation de famille au sein des sélections nationales. Alors, mais justement, qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces années, il y a eu des problèmes au Gabon? On a vu ce qui s'est passé à la CAN au Cameroun, où Aubameyang et les Mina, ils ont été invités à quitter le groupe. Même avant ça, il y avait vraiment des problèmes d'histoire, des fois peut-être de clans, et des histoires de primes aussi. Il y a eu plein de choses. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, en fait, on avait l'impression que le Gabon, à chaque race blanc, il allait avoir un problème. Est-ce que c'est l'état d'esprit des joueurs? Est-ce que c'était le staff qui n'était pas assez fort ou alors qui accordait trop de choses? Ou est-ce qu'il y avait peut-être des gens qui étaient au-dessus du staff qui parlaient aux joueurs? Qu'est-ce qui se passait vraiment? Le constat que j'ai fait en arrivant en sélection, c'est que je reconnaissais plus l'équipe nationale que j'avais quittée quasi 19-20 ans plus tôt. Mais il y a l'équipe nationale dans tous les pays. Et c'est la nation en miniature. En fait, c'est ce qui se passe au niveau de l'État qui se reproduit en équipe nationale. Et pour le cas spécifique du Gabon, c'était le cas. Notre pays était dans une espèce d'hécatombe. Et l'équipe nationale, ça se transmettait là aussi parce que certaines personnes qui étaient au poste avaient une influence. Je ne dis pas qu'aujourd'hui elle est totalement partie, mais ça s'est amoindri parce que l'état d'esprit a changé de manière drastique à l'arrivée des militaires. C'était très important. Et nous, quand nous sommes arrivés, on avait identifié ce premier problème. Et je dirais aussi que ceux qui étaient avant avaient leur part de responsabilité, c'est clair. Que pour que les garçons soient à l'heure à table ou se dévêtissent de portable, enlèvent leur portable ou une casquette, il faut que ceux qui sont en place fixent les règles. Donc nous sommes arrivés, je leur ai dit, moi je n'ai pas la prétention de vous apprendre à jouer au football, mais je vous dirais que je suis votre grand frère et je peux vous dire comment on doit vivre en famille africaine. Et ça, il faut comprendre que ces garçons l'ont accepté. Parce que ce qui s'est fait ensuite, il a fallu quand même qu'ils adhèrent. Et même ils se retrouvent et se disent, ok, nous avons les qualités, nous avons le potentiel. Nous voulons représenter une nation, mais on ne peut représenter une nation que dans l'exemplarité. Dans ce cas, nous-mêmes, nous devons être les policiers de cette affaire. On m'a taxé de policier, bon, ça c'est dû à mon cursus scolaire. J'étais enfant de troupe, une école de police. Et donc, tout ça mis ensemble faisait que les garçons se sont autoprotégés d'abord. On a évité ce qui s'est passé au Cameroun parce que je pense qu'au Cameroun, on a quand même exposé nos joueurs. C'est ça. On a exposé parce que ça fait 2 ans que nous sommes là. On n'a aucun problème ni avec Mario, ni avec Pierre-Emerick, qui sont des garçons très, très professionnels. Il faut quand même que les gens se souviennent que le footballeur moderne, en fait, c'est que c'était un chef d'entreprise qui utilise son corps comme société. Il vit de ça. Donc, la première chose qu'il ferait, c'est essayer de protéger son corps au maximum. Donc, l'épisode du Cameroun, elle est loin derrière nous. Les responsabilités ont été reparties comme elles devaient. Nous sommes passés à côté de ça. On a conçu un autre modèle. On est parti sur la base de la famille, le droit d'aînesse. Nous sommes les aînés. Ensuite, entre eux, il y a les aînés. June Kolemangwa, Pierre-Emerick Aubameyang, Apinango, et ainsi de suite. Alors, vous, quand vous arrivez, Aubameyang, il n'est plus en sélection. Il sort d'une élimination. C'est ça. Certains ont un peu une espèce de burn-out, sont un peu épuisés, fatigués, ne voudraient pas revenir. Alors, on ne sait pas trop s'ils veulent arrêter ou ils sont entre deux. Voilà. Et c'est ça qui a mis le débat aussi quand j'arrive. Parce que ma première présélection, Pierre-Emerick ne vient pas. Parce que je le convoque. Il joue à l'époque à Marseille. Et c'est un début de saison qui est assez mitigé, un peu compliqué pour lui. Donc, on ne se comprend pas. Et il y a beaucoup d'interprétations. Les gens estiment qu'il ne veut plus, je ne veux plus de lui. Donc, on a eu le temps de... J'explique aux gens qu'il faut ce type de joueur. Quand on veut l'appeler, il faut s'asseoir avec lui, s'accorder, mettre bien les points sur les i, savoir pourquoi il vient. Parce que ce n'est pas quand il arrive en sélection que je viendrai lui dire « T'es plus capitaine, le capitaine ira à Bruno, il va me demander pourquoi et comment. » Donc, il était important qu'on s'asseye, qu'on définisse, ou plutôt qu'on redéfinisse les contours de la cohabitation en équipe nationale. Thierry Mouyouma, excuse-moi, en 2017, je me souviens, le Gabon organisait la CAN U17 et je me souviens qu'à cette époque, parmi vos joueurs, il y avait certains parce qu'à ce moment-là, il y a eu des suspensions parce que
les U17 gabonais avaient été éliminés au premier tour et la fédération avait décidé de suspendre déjà leurs activités au niveau des compétitions internationales. Et il se posait toujours à ce moment-là la question du comportement du joueur gabonais. C'est-à-dire quand il arrive en sélection, parce que sans vouloir trop en dire, il y avait des joueurs qui prenaient de l'alcool pendant les compétitions. Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Mouyouma a réussi à enlever cette attitude du joueur gabonais qui est, selon certains, on trouve qu'ils sont... C'est trop fait tard. Trop fait tard. Je pense que c'est une figure de style aussi quand même. Je pense que le footballeur gabonais n'est pas plus fêtard qu'un autre. Mais l'idée aussi qu'on a en Afrique, c'est qu'un footballeur peut être sobre, loin d'alcool, ce qui est totalement faux. En Europe, où j'ai joué professionnel, à la sortie d'un match, on autorise aux joueurs de prendre la bière, un verre de bière. Ça permet aussi la récupération. Mais le problème avec nos jeunes, des fois, c'est l'abus. Ça, c'était pour la question avec l'alcool. Mais par rapport aux joueurs gabonais, je pense que dans notre sélection, il y a eu un moment, un laisser-aller. C'était quand même le bazar. Il fallait remettre une certaine autorité. Ouais. Il fallait redéfinir un peu la venue en équipe nationale. L'importance, il fallait désacraliser la venue en équipe nationale. Parce que certains avaient cru que sans eux, l'équipe nationale ne se qualifierait pas, ne gagnerait pas les matchs. Les gens étaient devenus un peu indispensables. Donc il était important de dire que tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. C'était un peu plus ça que la fête. Évidemment qu'il y a eu des comportements inacceptables, mais ça, c'est parce que certains avaient des zones d'influence et des gens très influents qui permettaient que certaines choses se passent. Mais est-ce que votre impact, vous avez aussi un regard sur les sélections inférieures pour que tous montrent avec un même état d'esprit, parce que vous êtes obligé, vous pouvez être appelé à appeler des gens de U17, U20, vous en avez... Oui, effectivement. C'est-à-dire que après en sortie du mois de mars, quand nous avons discuté sur les conditions d'un renouvellement, nous sommes assis, on m'a donné l'opportunité de regarder au moins jusqu'en U17. Ça veut dire que la fédération, le président de la fédération, nous a, avec la DTN, donné une charge de réorganiser les catégories, de permettre, parce qu'on sait déjà que les U17 doivent jouer chaque année, c'est important qu'ils se qualifient à ces compétitions. C'est important aussi qu'on accompagne ces garçons. Mais quand on parle de footballeurs, on n'est pas loin, à côté, il faut parler aussi des éducateurs. On a connu ce problème au Gabon, c'est que ça faisait pratiquement 10 ans, on n'a pas eu de formation de licence CAF. Donc il était très important de se remettre à jour, de mettre à jour aussi le logiciel en termes d'entraîneur, parce que ces joueurs ne peuvent pas jouer seuls. Ils viennent avec des connaissances intrinsèques. C'est à nous, les entraîneurs, de tamiser, de trouver les bons profils. Est-ce que nous sommes dans du profilage? Est-ce que nous sommes que dans de la qualité intrinsèque? Est-ce que nous sommes dans du jeu stéréotypé ou du jeu individualisé? Il est très important que les entraîneurs aussi soient capables de regarder en fonction aussi des réalités gabonaises. Parce qu'un footballeur en équipe nationale du Gabon, avec les qualités qui sont les nôtres, on ne peut pas jouer comme on jouerait au Cameroun, parce que ce n'est pas les mêmes aptitudes, ce n'est pas la même morphologie, ou on jouerait au Nigeria ou au Burkina Faso, par exemple. D'ailleurs, justement, rentrons sur le thème de la philosophie de jeu, parce que c'est vrai qu'au début, beaucoup vous ont mis cette casquette un petit peu, justement, vous avez dit de policier ou de père fouettard, mais Thierry Mouyouma, c'est un sélectionneur surtout avec peut-être une philosophie et des aspirations. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que dans le football moderne, que ce soit actuel ou même un peu plus passé, il y a des coachs qui vous ont inspiré ou desquels vous êtes inspiré pour peut-être prendre certaines choses, ou sinon, est-ce que vous êtes construit tout seul? L'homme, je dirais que l'homme s'est construit tout seul, mais autour d'autres personnes, parce qu'on n'est jamais tout seul dans la vie, on a des modèles dans la vie de manière générale. Quand nous sommes arrivés, il était important déjà de présenter notre projet, mais il tournait autour de 3 aspects majeurs, à savoir le type de management, le projet de jeu et le projet disciplinaire. Quand nous avons présenté ça aux joueurs, c'était pour avoir l'assentiment des joueurs, pour dire aux joueurs, voilà les garde-fous. Nous ne ferons partir personne, mais vous ferez partir tout seul, en fonction de ce que vous ne pourrez pas faire ici. Parce que c'est des comportements inadmissibles dans une équipe nationale. Et en club, c'est des choses que vous ne faites pas. Il est hors de question que vous le fassiez ici. Il devient très important. Et sur le projet de jeu, nous sommes arrivés avec 3 systèmes de jeu, c'est-à-dire le 4-3-3, le 3-5-2, le 3-4-3, qui sont pour moi des systèmes faciles, qui sont interchangeables. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, vous pouvez constater qu'un adversaire est beaucoup plus fort dans cet aspect, vous changez. Et nous avons mené aussi le profil du joueur gabonais. Il fallait trouver le profil du joueur. On a essayé de faire une recherche, mais pas assez poussée sur la prophylaxie.
que j'ai travaillé 2 ans au Burkina. Qu'est-ce qui peut faire qu'un ailier soit fin ou ait plus de force pour qu'il obtienne la vélocité ou la vivacité. On a mené de la possession, mais pas que de la possession pour posséder. Il fallait ramener la possession, amener avec du jeu positionnel, parce que les joueurs, le profil des joueurs qu'il y avait permettait de le faire. Il fallait jouer sur les qualités premières des joueurs. Nous avons des joueurs qui sont rapides, qui sont véloces. Donc on pouvait se mettre sur des pertes de balles basses, se retrouver en 6-7 secondes dans la défense adverse. Quand vous avez des joueurs de profil de Bouanga, Jim Alevina, Aubameyang, ou des jeunes qui arrivent, cela nous permettait. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse faire cette lecture? C'est que dans ma formation, je suis un fanatique de l'Ajax, parce que j'ai quand même joué à l'Ajax Cape Town, en Afrique du Sud. Donc je me suis familiarisé aux travaux de Rinus Michels. Qui dit Rinus Michels, il va dire Cruyff. Je regardais Cruyff, Guardiola évidemment. Puis bon, après on ne reste pas focalisé que sur ces personnes. Vous l'avez si bien dit, le football moderne fait des changements, il fait de contradictions. Donc on a regardé un peu les temps de récupération de balles assez rapides que faisait Jürgen Klopp. Sur le continent africain, on a regardé aussi ce que faisait mon frère qui était au Sénégal, Cissé. Le Cissé. Parce que Cissé aussi, pour qu'il gagne la CAN, il a su défendre. Il ne marquait pas beaucoup, mais il n'encaissait pas beaucoup. On a regardé ce type de profil. Il faut la palette, on a essayé de l'ouvrir. On a essayé de l'ouvrir pour ne pas être se restreindre. Mais l'idée générale, c'est cela. L'idée, c'est je viens quand même plus de la formation à Chassid. D'ailleurs, vous avez affronté le Sénégal et le Cissé avant qu'il parte au mois de mars. Oui, et ça a été une surprise. C'était à Amiens, non, je crois. Amiens, on a perdu 3-0. La surprise, c'est la première fois, je veux bien me tromper, qu'Ali Souci joue dans un 3-5-2 en début de match. Mais justement, vous êtes, en parlant d'Aliou Cissé, vous êtes défenseur comme lui. Oui. Et je vois un peu, quand on parle de l'Ajax, je vois un peu Ronald Koeman. Et je fais un peu le lien entre Ronald Koeman, Aliou Cissé et Mouyouma. Est-ce qu'aujourd'hui, les entraîneurs qui ont été des défenseurs ont une philosophie autre? De ces 3 profils, je pense que s'il y a un qui arrivait à mieux gérer l'aspect défensif, je dirais Aliou Cissé. Un peu plus défensif que Koeman et moi. Oui, Aliou Cissé, c'est même, je crois, le profil. Moi, j'ai joué libéraux, ensuite j'ai joué demi-défensif. Mais libéraux à l'époque, le libéraux à l'Ajax. En fait, il devenait 6. C'était le premier relanceur. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'alignait très vite dans un 3-5-2. Et ça me rappelle un peu, j'ai un souvenir, j'ai discuté avec un éducateur à l'Ajax où je disais, je pense que dans le temps, on pourrait jouer qu'avec 2 défenseurs. Il me disait, oui, mais c'est prématuré. Ça se fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des équipes qui s'organisent en 2, 4-4, en position offensive. Donc et même en perte de balle, ils sont dans cette position. Surtout que les latéraux modernes viennent dans le milieu de terrain faire des efforts. On était déjà dans ces pensées-là. Mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, les défenseurs ne font pas que du travail défensif. C'est une question d'idée. C'est une question d'idée, c'est une question de ressenti aussi, ce niveau-là. Alors, tout à l'heure, vous parlez des joueurs et des profils que vous avez dans votre sélection. Il y a quand même certains joueurs de renom. Tout à l'heure, vous parlez de Mario Lemina qui, pour moi, en tout cas, justement, si je reviens au match contre le Sénégal, certes, vous perdez 3-0. J'étais au stade et je me souviens d'avoir vu Mario Lemina. Il a fait un match. Il était au niveau des milieux sénégalais, si ce n'est au-dessus. Comment est-ce qu'on gère ce genre de joueurs, que ça Lemina, Aubameyang, autre, parce que c'est des joueurs, je dirais, peut-être de classe mondiale, vous allez peut-être le dire, mais ils sont vraiment au-dessus du lot dans un groupe. Comment est-ce qu'on gère ces stars et des joueurs comme ça, comme Mario? C'est-à-dire que quand je suis arrivé en sélection, je trouvais des joueurs de stars mondiales, comme vous le dites. Il n'y a pas que ces deux-là. Ekwele, qui est là depuis bientôt aujourd'hui 19 ans, Apenangoy, Kanga, le cas de Bouanga, qui se porte bien. Certains joueurs qui étaient là depuis plus de 10 ans, mais qui, eux, voulaient regarder la direction que je montrais. C'est pour ça que j'insistais sur le fait d'être le grand frère et le père pour certains. Parce que les plus jeunes, je suis quand même leur père en âge. Donc, il était important que je sois cohérent. Nous partons d'ici, nous allons là-bas. Pour y arriver, il faut que moi-même je sois exemplaire. Je ne peux pas leur dire petit déjeuner à 9h et moi je me pointe à 9h05. Ils vont me dire finalement, ça ne va pas le faire. Non, il a fallu que je sois déjà cohérent et qu'ils me suivent. Maintenant, sur leur plan de carrière, sachant qu'on avait des très grands joueurs, par exemple sur ces matchs-là, il y a des périodes où j'ai besoin qu'ils ne viennent pas. Je dis, venez pas, parce qu'il faut qu'on regarde les jeunes. Et il y a des choses, des fois, qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est-à-dire que quand vous faites des tests, des périodes, et ça, deux fois, je comprends que mes compatriotes gabonais ne comprennent pas pendant les matchs amicaux. Ils se disent, mais pourquoi Obama ne vient pas ou un tel ne viendrait pas? Parce que vous allez deux fois dans des matchs avec beaucoup d'incertitudes quand c'est des matchs amicaux. Quand vous devez faire tourner, faire jouer 25 joueurs, et que vous avez 8 changements, 7, vous faites rentrer des jeunes, un grand joueur peut s'impatienter.
Un grand joueur ne peut pas comprendre qu'il accepte un peu de perdre de fois en match amical. C'est souvent difficile. Donc, il faut faire cette balance. Alors, du coup, est-ce que ça, vous l'expliquez au grand public lors des conférences de presse ou autres? Est-ce qu'aussi, comment vous l'expliquez aux joueurs, lui dire, je ne vais pas te sélectionner parce que je vais peut-être tester des choses comme ça et du coup, c'est mieux que tu restes en club? Ben ça, généralement, vu qu'on échange beaucoup, on a une relation de confiance. Je leur dis, je vous donne du temps de repos. C'est très important parce qu'il y a la répétition des matchs, il y a les voyages. Je ne t'appellerai pas, je prendrai un jeune parce que nous sommes dans la recherche de profil. Eux aussi, ils ont besoin de savoir que demain ou dans un match, ils sont dans une période, le jeune qui va rentrer est qualitatif. Et donc ça, ils le comprennent. Maintenant, le grand public, quand nous faisons les conférences de défense de liste de convoqués, nous le faisons, nous le disons. Nous expliquons que cette équipe nationale aurait dû commencer à la changer un tout petit peu, introduire de nouveaux joueurs. Sauf qu'il n'y avait aucun joueur du championnat national depuis plus de 5-10 ans. Pas de jeunes. Donc ça veut dire qu'on se fermait la porte au renouvellement d'effectifs plus tard. Mais ça, nous le disons, faute n'est pas de le dire. Le problème, c'est que certains attendent deux fois qu'on appelle le joueur qu'ils veulent. Le joueur qui est proche de leur famille. Sauf que moi, je ne suis pas sélectionneur pour gérer les états d'âme de fois. C'est là où je voulais en venir. Voilà, parce que des fois, en fait, j'ai regardé un petit peu des conférences de presse, des choses comme ça. Des fois, on vous demande pourquoi un tel, pas un tel, pourquoi un tel est plutôt qu'un tel. On a l'impression qu'en fait, que vous devez plutôt justifier de certaines choses qui paraissent des fois évidentes plutôt que de parler peut-être de fond ou alors des fois aussi essuyer des attaques un petit peu personnelles. Oui, mais ça, les attaques, ça vient d'une certaine presse dans certains pays africains, et particulièrement au Gabon, qui est virulente au départ, pas parce que cette presse est professionnelle, mais parce que deux fois cette presse est en attente de ce qu'elle percevait avec d'autres avant vous. Et ça se transmet de manière différente, vous comprenez? Et il y a certains joueurs, comme je disais tantôt, on a eu besoin à un moment de désacraliser au niveau de la convocation au sein de l'équipe nationale. En novembre 2023, première sélection match officiel Coupe du Monde, nous avons le joueur qui sont en retard de 4 jours en équipe nationale. Il était important de leur dire stop, repartir dans vos clubs, parce que la fédération a la responsabilité, vous convoque, il faut repartir dans vos clubs. Pourquoi? Juste pour qu'on joue sans vous. Ça, c'était l'affaire Kanga Gaylor, notamment. Non, ça, c'est l'affaire. C'était après. Ça, c'est l'affaire Ibrahim et Aaron Boupenda. Oui. Voilà. Il était important qu'on joue et qu'on gagne sans eux. Vous comprenez? Les gens n'ont peut-être pas perçu cet impact. C'est-à-dire qu'il y avait un gros risque. Premier match de Thierry Mouma officiel, Coupe du Monde contre le Kenya et le Burundi. Vous gagnez avec les joueurs, ils restent dans leur position. On peut toujours se le permettre. Vous gagnez sans les joueurs, ils se posent la question, tiens, ils ont joué sans nous, comment ils vont se comporter? Et là, le prochain stage qui est au mois de mars, match amicaux, vous les appelez toujours pas. Et vous venez au mois de juin, toujours sans eux, mais l'équipe se porte bien. Et l'équipe arrive même à se qualifier sans eux. Seulement, l'état d'esprit change. C'est inverse. Ils se disent, tiens, si nous, on ne fait pas ce qu'il faut, a fortiori, on pourrait faire les choses sans nous. Vous voyez là. Mais il était important qu'on arrive à ce stade. En fait, c'est les résultats qui ont réussi à vous donner raison et à peut-être les faire revenir. Oui, c'est-à-dire que certains connaisseurs comprenaient notre démarche. Oui. Mais tout sélectionneur a besoin de résultats pour asseoir sa philosophie, asseoir ses idées. Et justement, quand vous parliez de nos collègues qui ont une certaine attitude, je me souviens qu'il y a eu une affaire entre vous et un journaliste gabonais. Mais comment vous gérez? Quels sont vos rapports avec la presse gabonaise? J'ai des très très bons rapports avec la presse gabonaise, notamment la presse professionnelle ou les connaisseurs du football. Parce qu'il faut vous rendre compte que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de football sans le connaître. C'est aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut parler de tout, à tout moment, et dire tout et n'importe quoi. Sauf que les connaisseurs, généralement, ils ont une critique très objective. Et quand elle est insultante, débordante, différente, c'est plus intéressant. Et donc, avec votre confrère de la presse, moi, je ne dirais pas qu'il y avait un problème. Il y avait une volonté de nous entendre. À partir du moment où on dit, on monte du doigt, on dit, ce staff technique, ce sélectionneur, monnaie l'arrivée des joueurs en équipe nationale. C'est-à-dire qu'on expose déjà la personne. On laisse libre la volonté de tout le monde de penser, dire des choses. Donc, il était important que je dépose plainte. Mais la plainte, comme je l'avais dit, c'est toujours méchant d'envoyer un frère, un compatriote en prison. Le but, c'était pas ça. Le but, c'était de nous asseoir parce que celui qui porte les accusations a le devoir d'apporter les preuves. La preuve. Voilà. C'était ça le but recherché. Et tout est fini.
On a pu régler le problème en famille. Ils avaient des preuves de ça? Il n'y avait pas, parce que c'était une histoire montée par un autre qui, lui, avait d'autres raisons. Ouais. Et l'autre, donc celui avec qui je suis parti, pour ne pas les citer, Ephraim, avec qui on a des très, très bons rapports, on s'appelle de temps à autre, qui a compris d'ailleurs. On s'est expliqué, et puis bon, tout est rentré dans l'ordre. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est le genre de choses que... Là, je vais entrer dans un débat un petit peu... on va dire coach local, coach étranger, les fameux sorciers blancs et autres. Est-ce que c'est pas le genre de ce que vous avez peut-être des fois vécu par moment, c'est pas le genre de choses qu'une certaine presse fait subir à un coach local, mais qu'elle ferait pas subir à un coach étranger, européen ou autre? Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est déjà notre mentalité africaine à la base. On est friand de ce qui vient de l'Occident. Moi, j'étais dans certains pays, l'Afrique de l'Est, où quand vous aviez un meuble fait localement, il a été dévalorisé par rapport au meuble qui arrivait de l'Europe. Ouais, et on l'appelait même, le nom de ce meuble, c'est Vieux d'Europe ou un truc comme ça. Donc on est un bourgeois. C'est le venant. Voilà. Venant. Ouais. Et donc au niveau des entraîneurs, ça existe, mais ces entraîneurs aussi qui arrivaient d'ailleurs, ils avaient compris la manipulation qu'il y avait autour, l'achat de conscience, ça existait. Nous avons un exemple patent de déstabilisation de l'équipe nationale, c'est l'équipe de la Guinée, qui était en phase de se requalifier. Mais l'équipe de Guinée, à la CAN en Côte d'Ivoire, peut donner cher à cette sélection de passer le premier tour, parce qu'elle était dans un groupe compliqué. Kaba a réussi à faire un travail exceptionnel, fantastique avec cette équipe, mais qui est en reconstruction. Et j'ai pour l'habitude de dire qu'en équipe nationale, on n'entraîne pas que sur les bases de ses connaissances technico-tactiques. Il faut beaucoup de nationalisme, il faut connaître l'environnement, il faut beaucoup de sociologie. Et je pense que Kaba, par exemple, avait compris cette sélection. Il est parti, ils ne se sont pas qualifiés. On me dira, s'il était resté, peut-être qu'elle ne serait pas qualifiée. Oui, mais bon, quand il était là, elle s'est qualifiée. Et elle était en phase de pouvoir le faire. Il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique qui était là, voilà. Ouais. Et donc, on souffre de ce problème parce que certains sont habitués à certaines manières que certains entraîneurs occidentaux avaient mis en place. Il faut s'acheter la paix de brave. Il n'avait pas de critiques, les mêmes critiques virulentes, il n'y avait pas. Mais le travail était peut-être deux fois en dessous ou dans l'incapacité de qualifier des sélections. Mais justement, parlons du comportement des entraîneurs expatriés. Parce qu'on a un cas patent qui est le nôtre, qui moi, je suis camerounais, mais on a un sélectionneur qui s'appelle Marc Brice et qui est irrévérencieux vis-à-vis des autorités du football de son pays. Est-ce que ce pareil comportement, vous, en tant que sélectionneur, vous pouvez vous le permettre? Écoutez, sélectionneur, c'est un homme. C'est un homme qui vit dans une société avec les gens où des règles sont établies, où il y a des hiérarchies faites. Pour le cas précis du Gabon, je pense que non, ça ne pourrait pas se faire avec ce président, Pierre-Alain Mungengui, qui au départ est un père de famille, est un grand frère en âge. Donc on a déjà ce respect dû à l'aîné, mais aussi à le respect dû à l'autorité, les présidents de la fédération. C'est ce qui me gêne un peu avec la situation du Cameroun. On peut, au président Eto'o, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Effectivement, il n'est pas parfait comme nous tous, comme tous les humains, mais hiérarchiquement parlant, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, autant pour moi. Et sur ce point, la fédération est l'organe technique, le représentant du football. Il y a peut-être le ministère qui est au-dessus, qui est la tutelle, mais la force revient à la fédération. Donc, c'est des comportements qu'il ne pourrait pas faire dans son pays, mais qu'il se permettent. Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. On voit toutes ces choses, on lit. Certains qui arrivent même à cautionner, mais moi, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le cautionner. Et Théo a quand même payé le droit en tant que joueur de football, à payer le droit. Je ne parle pas des dirigeants, je parle en tant que footballeur. Parce qu'il faut quand même qu'on se souvienne que le Cameroun, le très grand Cameroun qui a gagné les derniers CAN avec Eto'o, Mboma et les autres, c'était des très très grands joueurs. Et aujourd'hui, le Cameroun souffre aussi un peu de ça. Il n'y a plus ces grands joueurs qui avaient beaucoup de caractère, beaucoup de force, ils sont partis. Maintenant, peut-être que c'est l'idée de tout, reconstruire ce type d'équipe. Il faut que celui qui arrive dans ce village comprenne et l'accepte. Mais justement, en tant que futur adversaire du Cameroun à la CAN, est-ce que ça vous plaît la situation? Parce que vous pouvez profiter du désordre ambiant dans l'équipe pour justement damer le pion à cette équipe. Nous, on a la volonté, nous prenons les matchs, les périodes, les unes après les autres. Aujourd'hui, nous sommes vraiment concentrés sur septembre. Ensuite viendra le temps, on regardera comment on sera après septembre. Il y aura octobre, ensuite il y aura le match amicaux de novembre. Mais notre volonté est de passer le premier tour. Nous savons que nous avons le Cameroun, nous avons la Côte d'Ivoire
et le Mozambique, que nous ne négligeons pas. Ces équipes sont 3 grandes nations qui étaient à la dernière CAN, nous n'étions pas. Donc il est important pour nous de revenir, faire ce qu'il va falloir faire à cet instant précis. Pour l'instant, nous restons focus sur le mois de septembre. Alors, sélectionneur, c'est aussi un rôle un petit peu de prospection de joueurs parce que vous avez un groupe, mais forcément, vous cherchez toujours à le renforcer et surtout, comme vous l'avez dit, à le rajeunir parce que vous avez beaucoup de trentenaires. Déjà, d'une, j'ai envie de savoir comment se passe la prospection pour aller démarcher, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'on dirait que c'est un club, mais c'est un peu ça. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Démarcher certains joueurs pour qu'ils rejoignent la sélection. Et aussi, ça c'est la première question. Et surtout, ensuite, est-ce que l'environnement qui est actuellement au sein de la sélection du Gabon, ça vous facilite la tâche pour justement quand vous allez le démarcher? Oui, il faut dire que l'environnement actuel, la qualification à la CAN nous facilite un peu le travail. Mais il faut savoir que il y a aussi une partie administrative qui peut être un peu complexe de temps à autre. Parce que nous, on remonte l'information à la fédération qui, elle, remonte au ministère. C'est différent. Les gens, de fois, font des comparaisons avec l'Europe. C'est le raccourci facile. La France a fait ceci. Oui, mais la France n'a pas le même pouvoir économique. La sélection gabonaise n'a pas le même pouvoir économique que la sélection française. Donc, nous, on dépend beaucoup du ministère de la jeunesse, donc l'État. Nous déposons un projet et des périodes bien définies pour aller scruter, regarder les joueurs. Nous avons un représentant, celui qu'on appelle un référent Europe, qui regarde, parcourt, nous envoie et nous avons aussi un analyse donnée qui regarde un certain nombre de joueurs. On donne une tranche d'âge pour l'équipe nationale. Pourquoi la tranche d'âge? On sait bien qu'un 18 ans peut jouer en équipe nationale, mais il y a le problème du vécu. Parce qu'en sélection, on joue plus sur les détails, on ne joue pas comme en club. Et quand ce travail est déjà fait, on se déplace, on va à des endroits précis, voir le joueur, discuter. Quand il est binational, on vend un peu notre projet, on vend le pays, on joue sur son côté nationaliste. On a eu ce problème avec un joueur de nationalité camerounaise, Gabono-Camerounais Franco, qui était à Glagbar, je pense même qu'il est blessé. Je profite, Nathan Goumou, qui je souhaite un prompt rétablissement. On était dans une discussion de ce genre où nous, on souhaitait qu'il vienne au Gabon parce que sa maman est gabonaise et son père est camerounais. Ensuite, il a opté par exemple pour le Cameroun. Mais récemment, nous avons Mathéo Moussa, qui est à Dijon, qui lui aussi est franco-gabonais. Il a opté le Gabon. Il y a le frère de Lemina aussi. Le frère de Lemina. Nous avons récemment un jeune Brian Meyo qui joue pour l'équipe de France, qui est à Lyon, qui a opté aussi pour le Gabon. Donc, le fait de jouer, savoir aussi que ces garçons vont être dans une partie de préparation avec Aubameyang, Lemina, Bouanga, tous ces joueurs, ça nous aide effectivement. Alors, vas-y. Moi, je veux me projeter un petit peu sur les prochaines échéances. Il y a quand même la plus grande pour l'instant, ça va être la CAN. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes le deuxième sélectionneur gabonais, en tout cas le deuxième gabonais en tant que sélectionneur à qualifier le Gabon pour la CAN. Vous, ce sera votre première CAN, votre première grosse compétition continentale. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension à y aller ou alors pas du tout? Oui, effectivement, il y a de l'appréhension. Moi, j'ai fait la CAN de 2000 en tant que joueur. Maintenant, repartir comme entraîneur, c'est aujourd'hui la première des choses qu'on se demande, c'est la CAN aujourd'hui a quand même changé, il faut savoir. Là, aujourd'hui, on peut passer avec 3 ou 4 points. Mais ce n'est pas surtout ça qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir comment on va aborder le pré-match et dans quel état d'esprit, quelle période de préparation. Parce qu'avant, on avait 15 jours, un peu plus. Maintenant, ça va être 10, 8 jours de préparation. C'est autant de choses. Et quand on n'a jamais été à la CAN, il faut regarder les délais de préparation, les dates d'arrivée. Il faut prendre en compte le climat. On va être en plein hiver. Donc, ce sont ces détails de novices qui m'habitent, qui me préoccupent à moi et à mon staff. Mais nous savons, au niveau de l'état d'esprit, quand nous aurons trouvé la bonne stratégie, je pense que sur l'état d'esprit, il n'y a aucun souci. Notre objectif est de passer le premier tour. Et pas plus pour l'instant. Parce que... Écoutez, vous ne pouvez prétendre aller en quart de finale que si vous passez le premier tour. C'est sûr. Voilà, c'est déjà ça. Non, je veux dire pas là. Je dis pas gagner la CAN forcément. Je vous dis pas de dire que vous voulez gagner la CAN. Il y a des équipes qui vont dire nous on veut gagner la CAN. Il y en a qui vont dire nous aussi on fait dernier carré c'est bien. Vous voulez aller pour l'instant passer le premier tour. Manso, il est clair que pour gagner la CAN, il faut gagner 8 matchs. Voilà. Il faut gagner 8 matchs. Ça, c'est notre calcul. C'est le même calcul que nous faisons pour la Coupe du Monde. Pour aller en Coupe du Monde, en juin, j'ai dit à mes joueurs, j'ai dit à la presse locale, il faut qu'on fasse une série de 7 victoires. Oui. Pour l'instant, nous en avons fait 3. Il nous en faut 4. Pour la CAN, c'est pareil. Vous voulez la gagner, il faut qu'on gagne 8 matchs.
En fait, Donc, tous les clubs, tous les pays qui vont à la CAN veulent la gagner. Il n'y a pas un pays qui va commencer à gagner un match et qui va refuser de gagner. Bien sûr. Donc, tout le monde veut gagner, mais c'est deux fois le cheminement qui est différent et qui diffère. Il y en a qui s'autoproclament déjà vainqueurs parce qu'ils ont une étiquette, ils ont une casquette, ils ont un état de forme quand ils arrivent à la CAN, ils ont un état d'esprit, ils ont le joueur. Mais nous, notre état d'esprit actuel est d'aller le plus loin possible. Si le point le plus possible, c'est gagner la CAN, nous sommes dans cet état d'esprit. Mansour, quand je lis un peu le mindset de Thierry Mouyouma, je me rends compte que il veut nous dire qu'il va gagner la CAN, mais il est un peu, il ne veut pas créer le déluge parce qu'il sait très bien que s'il dit aujourd'hui qu'il va gagner la CAN, ça va faire un tollé au Gabon. Oui, justement, les gens ne se souviennent que de vos mots. C'est ça. Et pas de vos actions. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens ne se souviennent que de mots et pas de vos actions. Et comment vous faites? Parce qu'entraîner, être sélectionneur ou joueur, il y a au quotidien des difficultés que vous pouvez rencontrer dans le parcours, que les gens ne connaissent pas ou ça n'intéresse personne. Et donc, venir au mois de juillet, dire que nous voulons la gagner, je pense que c'est un peu, c'est fort de café, c'est déplacé. Mais monsieur Mouyouma, on vous connaît, c'est vrai on sait que vous êtes quelqu'un de pondéré, de calme, de prévoyant. Mais dites-nous quelque chose, parce que vous ne partez pas à la CAN comme victime résignée. Non, après, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas pour le défendre ou quoi, mais la dernière CAN, le Gabon n'y était pas. Oui. Donc, est-ce que aussi ça, c'est pas se dire, voilà, c'est un coach qui va découvrir sa première CAN avec une section qui n'était pas la dernière CAN. Finalement, il faut aussi faire preuve d'humilité. On a vu la dernière CAN qu'il fallait faire preuve d'humilité pour la gagner. Oui, mais monsieur Mouyouma, les Gabonais veulent que vous gagnez la CAN. Moi, j'étais à la dernière CAN en tant que spectateur. Elle était ouverte. C'était une CAN ouverte. On espère que la prochaine soit de la même qualité et qu'elle soit aussi ouverte. Nous n'étions pas à la CAN, c'est vrai. Mais quand vous avez le matériel que le Gabon a, on a beaucoup d'expectatives. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas une équipe, quand vous avez regardé certaines nations, mais sans manquer de respect à certaines équipes, aller en quart de finale, aller en demi-finale avec des joueurs qui ne sont pas du calibre de certains de nos joueurs, vous vous dites, on peut le faire. Mais là, ce qu'il faut, c'est arriver à la bonne période, dans la bonne fraîcheur, avec tout votre groupe au complet. Permettez-nous un peu de rêver. Cameroun-Gabon, c'est le premier match. Cameroun-Gabon, oui, c'est le premier match. Oui. Comment vous sentez ce match-là? Même si on est à des années, on a des mois-lumière, comment vous sentez ce match? C'est-à-dire que... En plus, c'est les voisins. Oui, ça, c'est le derby de l'Afrique centrale. C'est toujours des matchs particuliers. Moi, j'en ai joué pas moins de 3. C'est des matchs, c'est des bons matchs. Ça va être un très bon match. Je pense, très honnêtement, que ces deux équipes partent avec du 50-50. Exact. 50-50. Et la différence se fera au niveau de la volonté. Comme on le dit souvent, quand on a tout fait pour gagner un match de football, au niveau de l'état d'esprit, la défaite n'est que sportive. Mais je pense que pour nous, les Gabonais, nous serons plus que déterminés parce que nous jouerons quand même le Cameroun. Alors justement, comment est-ce que vous jugez les progrès qui ont été faits par cette équipe du Gabon que vous dirigez maintenant, depuis votre prise de fonction jusqu'à maintenant? On sent qu'il y a justement, vous arrivez, c'est un petit peu le désordre sur le terrain, c'est un petit peu le désordre en dehors du terrain. Il a fallu d'abord régler en dehors du terrain. Ça, c'était, je pense, la priorité des priorités. C'était primordial. C'était la priorité des priorités parce que sinon, le terrain n'allait pas suivre. Maintenant, on sent que sur le terrain, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que vous essayez de mettre en place, un certain projet de jeu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a certains, justement, on en parlait tout à l'heure de la presse, il y en a certains qui critiquaient parce qu'ils disaient qu'ils ne comprenaient pas votre projet de jeu ou votre schéma de jeu. Donc déjà, expliquez-nous un petit peu plus ce que vous voulez mettre en place et comment est-ce que vous expliquez justement l'évolution de votre équipe et sa progression. Oui, vous savez, Mansour, quand vous avez une certaine presse où des personnes se lèvent et disent on ne comprend pas le système de jeu du Gabon, vous vous dites il y a un problème. Vous dites il y a un problème. Mais monsieur Mouyouma, la presse n'est pas là pour comprendre le jeu. Hein? Oui, mais la presse n'est pas là pour comprendre le jeu, mais la presse est là pour comprendre que chaque équipe qui s'aligne a un système de jeu. C'est le b.a.-ba du football. Oui. Système de jeu, c'est 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2. Ça, c'est système de jeu, c'est pas de la tactique. Sinon, on est obligé de renvoyer cette presse aux fondamentaux. Comprendre c'est quoi la tactique, c'est quoi la définition de la tactique. Donc, nous avons mis un système de jeu, j'ai expliqué. Nous avons trois systèmes de jeu préférentiels. Maintenant, dans un match, il y a la capacité aussi de s'adapter. Donc, deux fois, on s'est adapté. On a dû défendre en camp 2-3-1, deux fois, parce qu'on avait besoin de récupérer bas et utiliser la profondeur de laisser dans le dos de l'adversaire. Donc, ça, c'est des stratégies qui évoluent. Le plan de jeu, il est évolutif. Mais pour ce qui est du Gabon,
après les systèmes de jeu, il y a la volonté de beaucoup posséder. Notre souhait, c'est de ramener, dans notre 4-3-3, ramener les ballons à des ailiers pour que jouent les 1 contre 1 offensifs. Donc, Bonga et Levina surtout. Voilà, surtout cela. Ramener, quand le ballon sort très bien, il leur parvient. Très souvent, s'ils jouent bien le 1 contre 1 offensif, il y a une qualité de centre, il y a la présence. Maintenant, ce que nous essayons de rajouter un peu, depuis, c'est l'apport des latéraux. Le dédoublement extérieur et intérieur. Donc, et puis, le travail dans les interlignes. C'est des choses que nous essayons d'améliorer. Mais quand vous avez une sélection et que vous n'avez qu'un ou 2 jours de travail très souvent avant le match, il n'est pas facile. La seule période, c'est la période de juin. Et aussi avec les mouvements, des nouveaux arrivants, il faut tout le temps se réadapter, réexpliquer. Mais je vois que le groupe, il apprend vite, il évolue. Mais nous avons surtout réalisé une chose qui est formidable, c'est jouer dans les spécificités de nos joueurs. Réunir l'équipe, jouer par exemple pour Aubameyang et Bouanga. Ça, c'est une chose pour laquelle je suis très satisfait. Mais monsieur Mouima, c'est un petit débat que j'ai envie de lancer. Hein. Est-ce que vous pensez que forcément, avoir la possession de balle, ça veut dire qu'on a forcément le contrôle du jeu? Parce que je vais vous donner un exemple. Le Nigeria, à la finale de la Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire, a eu la possession du jeu, mais elle n'a pas gagné. Oui, justement. Mais nous, récemment, on perd 4-1 contre le Cameroun chez nous. Pardon, pas le Cameroun, le Maroc, oui. En ayant une très haute possession, plus de 62% de possession. Le problème, nous ne parlons pas de possession nous parlons de possession qu'on alterne avec le jeu positionnel. Pourquoi? La possession nous permet de sortir le ballon très vite. Nous savons que nous mettons dans la possession la capacité de jouer très vite. C'est dans nos transmissions. C'est là où nous devons être meilleurs dans les transmissions et mettre de l'agressivité positive, même dans les transmissions, pour pouvoir sortir. Parce que si on ne peut pas posséder la balle, on ne peut pas la sortir. Il faut qu'elle sorte. Et ensuite, au-delà de la moitié de terrain, on arrive à trouver nos excentrés, nos joueurs avant, qui peuvent, eux, à ce moment, jouer les 1 contre 1 offensifs. C'est-à-dire que nous sommes protagonistes dans notre façon de faire. Nous prenons beaucoup de risques sur le plan offensif. Nous essayons de faire bouger le bloc adverse. Nous essayons de désarticuler parce que sur le continent, le bloc équipe existe encore dans plusieurs sélections africaines. Et nous n'avons pas le type de joueur pour pratiquer un football direct. Ce rapport de force directe, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la force. Et ça, c'est atypique du footballeur, même gabonais. Nous avons un autre profil de joueur. Je parlais tout à l'heure de la prophylaxie de nos joueurs. Même ça va plus loin. Ça va plus loin. Si on arrive à faire des recherches comme dans certains pays, on ira même chercher l'anthropologie de nos joueurs à la base. C'est vrai en plus. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le football africain s'est beaucoup européanisé? Oui, il s'est réinventé, on va dire. Je préfère dire qu'il s'est réinventé. Il s'est réinventé parce que la tactique prend beaucoup de place. Mais il faut réamener l'intuition du joueur, le joueur créatif. On a connu ça dans le temps avec... Mais est-ce qu'on n'a pas gommé ça justement parce que maintenant, beaucoup de jeux de position, des choses comme ça, notamment on voit dans le championnat européen. Mais le jeu de position, en fait, c'est plus de la consigne. Le jeu de position, c'est du temps gagné. Si vous êtes positionné 3/4 et que vous allez dans ce sens, ça vous permet d'aller très vite, de vous retourner, d'aller dans cette direction. Le jeu de position aujourd'hui ne vous impose pas, vous arrange, vous donne le sens même. Le jeu de position, pour moi, c'est comme un coup de la route. C'est du giratoire. Celui qui arrive à la priorité, on va aller là-bas, il faut se mettre comme ça. Après, c'est la créativité qui reste l'élément déclencheur dans une phase autant offensive que défensive. Nous avons perdu les défenseurs à l'ancienne. Des gens qui voulaient aller au duel, qui gagnaient les terres, qui sautaient. Aujourd'hui, certains défenseurs vous servent qu'à sortir un ballon. Et dans le jeu défensif, agressivité positive, il n'y en a plus. C'est pour ça que je suis d'accord quand on dit qu'on a perdu un peu de notre côté africain. Il faut retrouver ce qui a fait, par exemple, la force de ce Cameroun des années 90, du Nigeria. Il y avait les Rigobert Song, Raymond Kala, voilà, tout ça. C'est autant de bonnes choses qu'il faut pouvoir retrouver dans nos sélections. Mais est-ce que ce serait possible de les retrouver à l'actuel, vu qu'on voit que quasiment beaucoup de joueurs sont formés dans le même moule? Les défenseurs, maintenant, c'est justement sortie de balles, construction, des choses comme ça. Mais ça aussi, ça vient du fait que 95% des sélections jouent avec des joueurs qui jouent en Europe. Ça, c'est un problème. Ouais. C'est un problème. Ouais. Et c'est en partie pourquoi nous, au Gabon, nous demandons qu'il y ait le championnat national. Nous nous appuyons sur des joueurs du cru, qui, eux, sont encore un peu
c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est brut. Brut dans le sens où ils ont leur qualité intrinsèque qui est encore là. Et c'est très important, ça apporte une qualité. Mais justement, on continue un peu le débat. Moi, je vois un joueur comme Nuno Mendes du PSG, qui est en même temps, qui a des capacités défensives et des capacités offensives. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver un joueur gabonais qui réunit ces deux qualités-là? Oui. Dans le poste, par exemple, de Lyon, nous avons le jeune Ekomi, qui est Angers, qui est un joueur qui joue sa qualité première, la force et la puissance. Et il ne se cache pas. Nous avons Mario Lemina, qui joue en Europe depuis des années, mais qui n'a pas trop changé. Qui reste un joueur, si vous mettez de l'impact, l'agressivité positive. Dans nos sélections, nous avons des joueurs comme Poco, qui est revenu là, qui sait jouer ce football-là. Et c'est important. Pour nous, aujourd'hui, ce sont des armes que, par exemple, certaines équipes qui devront nous affronter les prochains regroupements ou à la CAN n'ont pas. C'est des avantages. Justement, je voulais m'avancer pour parler des prochaines échéances. Pardon. Septembre, il y a la reprise des éliminatoires à la Coupe du Monde. Et vous avez 2 matchs qui vont être très, très importants. Alors, j'ai envie de dire que ce sera un peu comme le Boxing Day. C'est-à-dire que la qualification pour la Coupe du Monde, elle ne va pas se gagner là-bas, mais il y a moyen de la perdre là-bas. Comment est-ce que vous abordez cette échéance? Parce qu'en plus, il y a ce choc contre la Côte d'Ivoire que je vais envie de dire, tout le monde a coché la date. Oui, septembre, c'est une période spéciale, primordiale pour nous. Déjà là, il faut savoir où ils vont être mes joueurs, dans quel état d'esprit. Ceux qui n'ont pas encore des clubs, qui n'ont pas repris avec certains clubs, qui sont encore tout seuls, il faut qu'on le sache assez vite. Mais je pense que d'ici la fin juillet, on sera fixé là-dessus. Ensuite, septembre, il ne faut pas occulter le premier match. Récemment, en éliminatoire de Cannes, la Centrafrique a fait pareil. Elle devait jouer les Lesotho avant le Gabon, mais elle a dit nous on va au Gabon pour gagner. Non, plutôt, il y avait les Lesotho avant. Et résultat des courses, elle perd, et puis bon, le Gabon se qualifie de manière directe. Donc nous, il faut déjà qu'on gagne le match contre les Seychelles. C'est le match très important pour nous. Il est très important celui-là. Ensuite, l'explication avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire déjà que les théorèmes des stades n'existent pas. Certes, on joue chez nous, mais nous avons l'obligation de gagner. Nous avons l'obligation de gagner. En juin dernier à Korogo, quand on perd 1-0, j'avais quand même dit que perdre ce jour-là, ce n'était pas une fatalité. C'était pas une fatalité parce que c'était un combat dans la guerre qui nous oppose à distance avec la Côte d'Ivoire, mais qu'après ce match, il en restait 7. Que la différence pouvait se faire à tous les niveaux. 3 jours plus tard, nous, on bat la Gambie. Ils font un nul face au Kenya. Là, il reste 4. Nous, en gagnant au Gabon en septembre, on a notre destin en main. C'est ça. Mais c'est totalement pas fini. Bien sûr. Mais il est important de gagner ces matchs pour aborder les autres sur le bon plan mentalement. Parce qu'il y aura la Gambie et le Burundi. Et aussi, c'est un adversaire direct lors de la prochaine CAN. Donc, au niveau de l'ascendant psychologique, il serait important pour nous que nous gagnions ce match. Donc, double enjeu. Oui. Mais l'enjeu le plus important reste la Coupe du Monde parce que c'est un rêve. Et aujourd'hui, le peuple gabonais, dans son entièreté, veut vivre ce rêve, le rêve de la Coupe du Monde. Thierry, on sait que le Gabon, généralement dans la ville de Franceville, perd rarement. Mais on a vu le contraire la dernière fois contre le Maroc à Franceville. Parce que moi, je connais un peu le Gabon, je connais un peu l'état d'esprit des Gabonais, est-ce que vous allez toujours partir à Franceville pour jouer parce que vous savez que là-bas, c'est difficile de perdre ou de venir jouer à Libreville? Parce qu'on sait aussi généralement qu'à Libreville, c'est souvent la catastrophe. Écoutez, l'idée était de changer peut-être à Libreville, où le stade pourrait être plein à 15h, 16h, ce qui est différent de Franceville. Mais le problème, comme vous le connaissiez, c'est l'homologation du stade. Tout à fait. Nous jouons à Franceville aujourd'hui, un peu aussi par défaut, parce que ce stade est le seul qui est homologué. Voilà, c'est la raison. Mais il appartient aujourd'hui aux autorités, au peuple gabonais dans son entièreté, qui veut aussi aller en Coupe du Monde, de faire le nécessaire. On a été bluffé récemment au Kenya. Le stade était plein à midi et on a joué dans un chaudron. Donc ça a dû motiver nos joueurs qui, eux, sont habitués à jouer dans des stades pleins. Et c'est important que le stade de Franceville soit plein en septembre. Alors, sur qui sera la pression sur ce match-là? Plutôt Gabon, plutôt Côte d'Ivoire? Je pense que la pression, c'est là sur la Côte d'Ivoire. Mais ça ne nous enlève pas la pression naturelle de la haute compétition. Moi, en tant que sélectionneur, oui, j'ai de la pression parce que le poste de sélectionneur qui est envié, on le maintient grâce aux résultats. Mais la Côte d'Ivoire est, elle, championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, est en tête. Elle se déplace chez le petit Gabon qui n'était pas, si je
si j'entends un peu les propos qui sont dits pas. ici et là, c'est le petit Gabon. Ça montre que vous lisez ce que c'est dit. Bah, écoutez, j'ai quand même un service de communication Ouais. qui me remonte des infos, même si je ne suis pas de manière directe sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, avec l'avènement de certains médias, vous avez des slammeurs de chaque pays qui s'attaquent un peu. Le C'est Gabon, le Cameroun. Donc, vous avez ces blagues-là qui sont bonne guerre. Et pourtant, oui, c'est sympa. Donc, tout le monde pense que la Côte d'Ivoire va le faire, devrait le faire. Et donc, la pression est sur la Côte d'Ivoire. Mais ne nous enlève pas, nous, la pression du résultat. Parce que ça, c'est très important pour nous. Ce match, il est capital. Et justement, parlons un peu de votre relation avec les réseaux sociaux, parce que vous en parliez là tout à l'heure. Mais est-ce que c'est une peur de regarder les réseaux sociaux? Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux? Écoutez, ce n'est pas une peur. C'est l'homme qui décide de se protéger n'est pas forcément le peureux où il a envie de vivre dans un... Je suis un humain. À la fin de la journée, je reste un humain comme tout le monde. Je suis fait de chair, de sang. Oui. Je m'en ressenti. Il y a des choses que je ne pourrais certainement pas prendre. C'est un peu ce que je vis avec ma famille, ma femme, mes enfants. Les réseaux sociaux, oui, pour tout, mais partie football, faites attention parce que ce qui peut être dit peut être choquant. Voilà. Donc, c'est pour ça que de manière délibérée, quand j'ai été nommé sélectionneur, j'ai décidé d'arrêter mon compte sur certains réseaux. Et j'ai une équipe qui est un community manager qui s'occupe de cette tâche-là. À un moment, j'avais un peu un retour de tout, mais là, depuis, on filtre, on tamise, on envoie ce qui est... Pas ce qui est agréable, non, ce qui est intéressant. Et vous êtes mieux comme ça? Oui. Ça pollue moins, non, l'esprit? Bon, après, vous savez, les réseaux sociaux, il y a aussi un type de public qui est plus à l'aise. Plus jeune on est, mieux on s'amuse sur les réseaux sociaux, sur certaines qualités. Moi, franchement, il y a des choses que je ne retrouve pas. Il y a certains médias que j'utilise pour ne pas leur faire de la publicité inutile ici. J'y vais parce qu'il y a des analyses. Je vous lis sur certains médias. C'est intéressant. Il y a nos Africains. Oui, il y en a qui sont de qualité. Oui. Ou quand vous lisez, quand il y a des analyses, tout ce qui est lié objectif et les critiques sont très objectives. Vous apprenez de certaines choses. Et il y en a d'autres où c'est le fourre-tout. Ou c'est le souk, et ça, c'est pas important d'y aller. Mais justement, il y a un sélectionneur camerounais qui avait dit à ses joueuses que ceux qui viennent en sélection et qui vont utiliser soit TikTok, soit WhatsApp, il va les mettre hors de la sélection parce qu'ils sont là pour se concentrer pour la compétition. Est-ce que c'est ce genre de message que vous, Mouyouma, vous pouvez conseiller à vos jeunes joueurs qui peuvent être appelés en équipe nationale ou même ceux qui sont des adultes? Moi, j'ai des joueurs qui ont souffert des réseaux sociaux après un match. Et le conseil que je leur donnais, j'ai dit sortez de là. Vous n'avez rien à faire, c'est de la souffrance inutile. La seule chose que les gens retiennent deux fois, c'est une action ratée, c'est une passe non faite. Et là, ils vont commencer à vous insulter, vous dire certaines choses. Vous n'êtes pas prêt à supporter ces choses. Vous êtes prêt à supporter que des louanges, des bienfaits. Dans ce cas, il faut quitter le réseau social parce que nous, en sélection, on joue tous les 3 jours dans un stage de 8 jours. Donc, le joueur qui joue le premier match, qui sort meurtri mentalement, ne peut pas se reconstruire s'il est sur les réseaux sociaux. Il ne trouve pas le sommet, il se refait le match et il se refait les critiques. Si j'avais fait ceci. Donc, le plus important, c'est de ne pas y être, d'avoir un échange franc avec l'entraîneur. On fait une critique, on fait des séances vidéo, on va décortiquer l'action, on va décortiquer le match. Et avec les partenaires, on fait une analyse objective en disant on aurait pu passer par là, voilà le cheminement, et on s'encourage. Parce que l'objectif de l'équipe nationale, je disais, c'est vivre dans une famille. Notre responsabilité en tant que staff, joueurs, est aussi de nous protéger, pas de nous exposer. Alors, les réseaux sociaux ne vous font pas que vous protéger. Oui? Parce que les gens, quand ils viennent, ils ne vous disent pas des choses, ils vous disent des choses parce que vous avez pris la place d'un de leurs, un ami à eux, qui pouvait être là. C'est ça la difficulté. Alors, on va retourner un petit peu sur le terrain et les prochaines échéances. Le Gabon va retourner à la CAN. Vous disiez tout à l'heure, objectif, passer les poules, donc être en quart. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait que pour l'instant, le Gabon, son plafond de verre, c'est les quarts, justement? Qu'est-ce qui va faire que... déjà, comment ça s'explique un petit peu que le Gabon n'arrive pas à passer au-dessus? Et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter pour peut-être, éventuellement, si vous arrivez au quart de finale, pouvoir les passer? La dernière fois que le Gabon a été en quart de finale, c'est 96, avec un sélectionneur gabonais, D'Acosta.
Donc ça veut dire que lui, il avait trouvé les mots justes, il avait trouvé la bonne stratégie et fait la meilleure sélection possible. En même temps, le Gabon a participé à 2 CAN à domicile, où, de mon point de vue, je pense qu'on n'était pas préparé ni à organiser ces CAN, ni à participer. Parce que certains pays qui organisent la CAN s'appuient sur 2 choses essentielles. La volonté de gagner et le plan économique. Nous n'avons rien réalisé des deux. Ça a été encore en quart de finale en 2012 et en 2017, ne même pas passer le premier tour, ce qui est inadmissible pour un pays organisateur. Organisateur, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est impossible, ça ne doit pas arriver, mais c'est inadmissible avec le groupe qu'on avait. Donc là, vous avez quand même le discours, la teneur du discours et des propos, je pense. Et aujourd'hui, nous sommes dans les dispositions de pouvoir justement briser ce plafond de glace. Mais pour arriver à briser ce plafond de glace, il faut sortir du premier tour. Parce que le premier tour ne se joue pas comme on jouerait le second tour. Et avec les joueurs dont le Gabon dispose actuellement, nous sommes capables de surprendre lors de la CAN 2025. Alors aussi, est-ce que vous n'avez pas peur que ça peut être une crainte, supposons que le mois de septembre se passe moins bien que prévu comptablement, le mois d'octobre aussi, c'est-à-dire que donc à terme, il n'y a pas de qualification en tout cas directe pour la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut casser la dynamique en vue de la CAN ou est-ce que vous avez vraiment dissocié les 2 compétitions? Oui, ça c'est quand vous faites un plan, un projet, vous avez le plan A, le plan B. Mais il faut quand même se souvenir que quand nous commençons les éliminatoires de la Coupe du Monde, en termes de nation, nous ne sommes pas préparés à partir de la Coupe du Monde. Non. C'est vrai. Nous sommes 3 ou 4 personnes arrivées, président de la fédération, moi. Et certaines personnes nous demandent d'utiliser les matchs de la Coupe du Monde pour asseoir l'idée de la préparation de la CAN. Mais la préparation de la CAN ne commence qu'une année plus tard. Oui. Vous voyez? Et donc, on commence à gagner. Nos 2 premières victoires nous mettent la pression, en fait. On se met la pression tout seul. OK. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans une position où on peut aller en Coupe du Monde. Et on doit pouvoir aller en Coupe du Monde. Donc, dans notre mental, pour éviter la déception, quand nous discutons en interne, nous avons un type de discours pour nous préparer. Et l'objectif ici est de gagner en septembre pour aller en Coupe du Monde et finaliser en octobre. Ensuite, nous avons les matchs amicaux de novembre qui nous permettent d'aller à la CAN. Maintenant, s'il devait arriver que ça ne se passe pas comme on l'a prévu, mais on repart au plan à l'initial qui consistait à dire, parce que pour l'instant, nous sommes le meilleur deuxième sur le continent africain. Vous savez que ce schéma est beaucoup plus long, mais il peut encore nous amener à la Coupe du Monde. Vous savez que ce schéma long nous permet aussi d'être toujours compétitifs. Et quand nous arrivons à la CAN, nous avons beaucoup de matchs. C'est vrai, accumulés. Nous avons accumulé une expérience en termes de jeu. Nous avons accumulé des automatismes et de temps de jeu que nous n'avons en réalité pas souvent dans les regroupements. Donc nous sommes en train de nous battre nous-mêmes dans nos têtes avec une stratégie, mais qui pour nous elle est déjà toute écrite. Sauf que des fois, on ne l'expose pas parce que ça peut nous revenir... ça peut être contre-productif aussi. Bien sûr. Voilà un peu l'idée. Alors quand même, c'est vrai que le Gabon en Coupe du Monde, ce serait fou, honnêtement. Je pense que quand vous disiez tout à l'heure que vous étiez juste quelques-uns à y penser, à y rêver, quand vous en parlez entre vous, peut-être vous êtes dit, les gens vont nous prendre pour des fous. Les gens nous ont pris pour des fous. Les gens nous ont dit, on n'était pas là. Déjà, on n'était pas à la CAN 2021. Qualifions-nous pour la CAN, c'est le plus important. On dit, oui, mais qualifions-nous pour la CAN. Vous voyez? Mais c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Et nous voulons maintenant que ce rêve devienne réalité. C'est symbolique. Voir le drapeau gabonais qui flotte à la Coupe du Monde, c'est quelque chose. Mais Thierry, au vu des préparations du mois de juin, j'ai vu quand même que le Gabon avait une très bonne base. Est-ce qu'on ne peut pas, en tant que sélectionneur, vous ne pouvez pas partir sur cette base d'état d'esprit de l'équipe pour que, d'ici septembre, que vous gardez un peu le même groupe pour qu'il y ait une cohésion au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit d'équipe? Est-ce que c'est envisageable? Oui, vous faites une très bonne lecture de ce que nous... Et ça me... Il faut l'intégrer dans le staff. Non, c'est pas qu'il faut l'intégrer. Il faut éviter qu'il donne ça au Cameroun. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est notre ossature. C'est notre ossature. C'est notre base de travail couramment, j'appelle, c'est notre matrice, celle-là. Et là, il faut rajouter les joueurs qui n'étaient pas. Pierre Oba n'était pas. Mario n'a pas participé parce qu'il fallait qu'il se repose. Aaron Pinangoy, donc il y a certains joueurs qui devraient revenir, réintégrer ce groupe pour nous permettre d'être compétitifs au mois de septembre.
En tout cas, on l'aura compris, le mois de septembre s'annonce chaud. Ah ouais. Pas qu'au Gabon d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chocs en Afrique. Ah oui, il y a oui, beaucoup de chocs. Il y a beaucoup. Oui, il y a le Cap-Vert contre le Cameroun. Exactement, mais on dirait pas comme ça, c'est une grosse affiche. Il y a le l'Égypte, fameux- je pense qu'il y a Égypte-Burkina. Oui, mais Burkina. après, bon, l'Égypte, ils ont un petit matelas d'avance quand même. Il y a le RDC Sénégal aussi Sénégal, qui va c'est être, Sénégal, ouais. qui va être pas mal au stade des Martyrs. Ouais. En tout cas, mais du coup, nous, on vous souhaite bon courage. Sachant Merci. que au moins la CAN, ça c'est validé. Mhm. Il reste quand même peut-être, j'ai envie de dire, le plus beau rêve parce que quand même, je pense qu'en étant Gabonais, avoir joué pour le Gabon, être sélectionneur du Gabon, qualifier son pays pour la Coupe du Monde, franchement, on va vous faire une petite statue. S'il ne faut pas une petite statue, en tout cas, ils vont vous respecter. La dernière petite fois, stèle. mais je pense que j'aurais été peut-être que dans un autre pays, les choses se passeraient différemment. Forcément. Après, je ramène pas très souvent cette qualification. Je sais qu'on a fait des comparaisons avec le père d'Acosta, mais je pense que c'est un groupe qui s'est mis à travailler ensemble et les joueurs qui ont pris conscience de leur potentiel aussi. Ces joueurs qui ont un potentiel et qui, à un moment de leur vie, se disent on va peut-être partir à un moment, l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on laisse en réalité? C'est vrai. Est-ce qu'il faut qu'on... Parce que quand vous avez ces joueurs, aujourd'hui, c'est leur défi d'aller en Coupe du Monde. C'est surtout quand vous avez ce regard, quand vous croisez leur regard, vous avez un état d'esprit qu'on met ensemble, on a nos retours, donc nos échanges. Aujourd'hui, nous sommes... tout est positif, les feux sont verts. Maintenant, ça reste du football. Ça reste du football. Ça va se jouer sur le terrain. C'est sur le Thierry, terrain. moi, je voulais aborder un petit dernier pan. C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est vrai que c'est un événement qui n'est pas heureux, qui est peut-être malheureux, parce qu'on sait que Aaron Boupinza, il est parti. Et on connaissait un peu votre relation, un peu très conflictuelle avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de regrets par rapport à votre relation avec lui? La première chose, vous savez, les mots, ils ont leur importance. Je n'avais aucune relation conflictuelle avec Aaron, personnellement. Au contraire, pas plus tard que hier, j'ai discuté avec une amie qui est une ancienne footballeuse de l'équipe nationale, qui est instructeur, qui m'avait appelé à une période et Aaron était passé par elle. Et donc elle m'a appelé parce qu'il l'appelait maman. Et elle, heureusement pour elle, a encore été dans son téléphone certains échanges. Je lui disais, j'avais demandé à Aaron une chose, c'était de présenter des excuses à l'équipe nationale. Quand nous sommes arrivés, notre projet, c'est restauration de l'institution équipe nationale, pas Thierry Mouillemot. Et il devait le faire. Et ensuite, 20 mars, avril, où sa vidéo qui a fait. Mais après, on s'est expliqué. Moi, je suis une personne, je l'ai eu au téléphone. Quand il y a eu certaines histoires, avec des steps et toutes ces choses-là, je l'ai eu. Je l'ai eu via d'autres personnes, certaines personnes de son ancien club, via cette dame, qui est mon amie. J'avais de temps à autre, mais de manière indirecte. Comme avec Ibrahim Don, je leur avais dit, je ne vous appellerai certainement pas là en juin. Je vous appellerai quand l'équipe nationale aura besoin de vous. Et quand vous serez disposé à rejouer sous moi, en faisant ce qu'il faut. Et on s'était accordé là-dessus. Sauf que 2 fois, certaines personnes ont récupéré des choses qu'ils ne comprenaient pas. Le fait que je ne sois pas allé lors de son hommage ne veut pas dire que je n'étais pas attristé, que je ne souffre pas. Aaron, c'est un garçon qui est parti trop tôt à 28 ans. 28 ans, ouais. Quand vous perdez un jeune joueur de cette trempe, c'est tout le football gabonais qui en souffre. Et le premier à souffrir, c'est moi qui utilise ces joueurs. Les gens me diront, oui, mais vous n'étiez pas en train de l'utiliser. Oui, je ne l'utilisais pas pour des raisons que tout le monde connaît. J'ai dit, il fallait que je désacralise l'équipe nationale, que j'appellerais les joueurs. La porte n'était fermée à personne. Que je les appellerais quand je voudrais et en fonction des besoins. Possible que septembre aurait pu être une période de besoin. Qu'est-ce que les gens savaient? Mais les gens de mon staff, ils le savent. Le président de la fédération, il connaît les besoins qui sont les nôtres. Donc, je n'ai pas voulu, moi, rentrer dans ce débat, répondre. Moi, j'ai reçu des audios ou même des échanges officiels avec certaines personnes du ministère et de la fédération qui m'ont dit la famille ne souhaite pas que le staff et le sélectionneur y soient. Qu'est-ce que vous faites? Vous respectez la décision. Bien sûr. Et aussi, c'est un hommage, c'est un adieu. On ne va pas venir perturber juste parce qu'on veut paraître. N'était pas important. Qu'est-ce que j'y gagne à y aller quand on ne m'attend pas ou aller juste créer un incident? C'était pas important. Donc, ce respect, pour certains, a ressemblé à... Arrogant. Pas que de l'arrogance, ils ont même dit qu'il y avait des problèmes entre eux, mais il n'y a eu aucun problème. C'est des garçons, je vous le dis,
dans la vie, je les ai vus 2 fois. Ibrahim, je l'ai vu il y a 3 semaines. C'est la 2e fois que je le voyais. Comme je vous vois, je le serre la main. C'est la 2e fois seulement de ma vie que je le voyais. Mais je les connaissais du terrain, de très loin, et on n'avait pas ces rapports. On n'est pas dans la même génération d'âge, on n'a pas joué ensemble, on n'a pas les mêmes rapports. Vous voyez? Donc on avait des rapports de sélectionneur à joueur, fils à père, parce que j'ai quasi le double âge d'Aaron. Donc voilà, c'était... Mais on en a souffert. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait un petit peu en début de ce podcast, c'est-à-dire que des fois, il y a ce qui se passe, on va dire en interne, voilà, qu'on vous a fait comprendre, entre guillemets, qu'ils ne voulaient pas que les gens du stade viennent, ça, le grand public n'était pas forcément au courant. Et puis derrière, il y a eu l'interprétation qui dit « Ah, ben, ils ne sont pas venus parce qu'ils sont froids et autres. » Oui, la semaine dernière, quand je prends l'avion pour ici, les vacances, j'ai joué au football les dimanches, on joue avec des anciens internationaux et les footballeurs en vacances. Je joue avec un gamin. 10 jours plus tard, qui décède. On a eu un autre drame au Gabon, le joueur Kevin Bakogo, père son âme, que j'ai eu. C'est moi qui l'ai lancé en première division quand j'entraînais le football dans le 105. Je ne l'ai pas appelé en septembre. Il était 2e habitué du championnat. On en a fait un tollé. Mais le garçon et moi, on échangeait, on discutait. Je lui faisais un reproche sur le plan technico-tactique. J'étais connu pointe. Et c'était un profil que nous n'avons plus au Gabon. Alors là, tu te balades un peu trop, il est autre. Ça ne nous intéresse pas là-bas. Il faut que tu te retrouves, repositionnes. Il me dit, OK, je vais travailler. Et puis bon. On avait cette volonté d'échanger déjà, cette volonté de continuer à regarder parce qu'il est jeune, 25 ans. Mais la faucheuse est passée par là trop tôt et les gens vous diront, vous ne souffrez pas, mais bon, comment on fait pour souffrir? Il faut aller sur les réseaux sociaux, montrer à tout le monde qu'on souffre. Ouais, c'est pas que du paraître, malheureusement. Et voilà, il y a quand même des choses qui sont importantes. En tout cas, Thierry Muyuma, merci beaucoup pour ce moment accordé. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. En tout cas, ça a permis d'apprendre pas mal de choses, surtout voilà, d'avoir certaines explications, peut-être parce que des fois, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, des séances qui sont beaucoup plus privées. Il y a beaucoup d'interprétations, de surinterprétations aussi par moment, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais on vous souhaite quoi? Bon courage pour septembre. Ah oui, il en faut du parce courage. que nous, on va regarder les matchs en septembre. Franchement, septembre, moi, je vais regarder beaucoup de matchs, tous les chocs quasiment. Et Richard, nous, on se retrouve bientôt avec notre invité. Oui, mais je voulais dire un dernier mot pour l'invité, parce que je vais vous dire quelque chose, chers amis gabonais qui nous suivez. Ayez confiance en votre coach, parce que la première fois que j'ai écouté ce monsieur, je me suis dit que, en fait, dans le milieu de l'entraînement, il y a beaucoup de bluffeurs. Et j'ai vu son premier match et je me suis dit, ah, enfin, il y a un Gabonais qui a su tenir la parole aux actes. Et vraiment, sans vouloir le flatter parce qu'il est à côté de moi, peut-être pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Il n'a pas été rémunéré. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Thierry Muyuma, il ne nous a pas dit que le Gabon va gagner, mais il nous l'a dit de façon subtile. Je peux vous rassurer que je tiens parole et gardez la vidéo. Le Gabon se qualifiera pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique. Et peut-être que le Gabon se qualifiera pour la Coupe du Monde. Bon, on sera là en septembre, en octobre pour le voir. Nous, on donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de SNA. Vous connaissez la musique, hein, le YouTube pour l'émission en entier. Il y aura toutes les séquences sur Instagram, Facebook, Twitter et autres. Et surtout aussi, il y aura le quiz Muyuma qu'on va faire dans quelques instants, que vous pourrez retrouver aussi. Il y aura pas mal de séquences intéressantes. À la prochaine.